Mesdames et messieurs, les 13 heures Canada International, vous faites bien de nous regarder. Voici l'édition de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Un seul titre à ce journal. Il y a 58 ans, naquit la République fédérale du Cameroun par les accords de Fumban. Depuis le 1er octobre 1961, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les nuages se sont amoncelés sur le ciel du pays. Le grand dialogue national qui rassemble les Camerounais actuellement à Yaoundé ramènera-t-il la sérénité et la paix? Les réponses dans cette édition de la mi-journée. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée avec le grand dialogue national. Je vous invite à écouter ce qui apparaît comme substantiel pour le secrétariat technique du grand dialogue national au cours de la journée d'hier. C'est une attitude de briefing journalier fait par Georges Ewanet, porte-parole, qui revient sur le profil des ex-combattants présenté hier aux participants au cours des assises. C'est un extrait sélectionné par Rodrigue Tanguay. Ex-combattants présentés aujourd'hui issus du DDR. Pour ceux qui suivent les activités du DDR, vous savez qu'ils sont là depuis. Vous les avez vus débroussailler, vous les avez vus, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, sur le terrain, quand ils étaient encore les combattants. Alors, ils se sont rendus, ils ont demandé pardon, et on est en train de prendre ces ex-combattants en charge dans les centres DDR. D'accord? Je ne peux pas vous donner ce qui se passe au niveau du DDR. Je crois que il y a une commission sur ça. Si ce qui se passe là-bas n'est pas satisfaisant, je crois que cette commission est chargée d'améliorer leurs conditions et de s'assurer qu'ils ont une meilleure vie. Nous avons vu 5 autres ex-combattants qui se sont rendus, je crois, dans la semaine. La jeune fille qui a témoigné, je crois que c'est ça l'esprit. Ce n'est pas si on les a fabriqués ou pas. On n'a pas fabriqué l'esprit. Si vous avez écouté ce qu'ils ont dit, Yannick Kawakawa a laissé le discours qu'il avait préparé. Il a dit son cœur. Ça, c'est le langage d'un ex-combattant. La jeune fille a parlé comme si c'était la Bible. Vous sentez les émotions. Les gens ont coulé les larmes dans la salle. C'est de ça que nous parlons. Je crois que l'heure est à la réconciliation, à ce qu'on pardonne ces enfants qui ont pris les armes contre la nation. Et le président de la République qui a convoqué cette réunion est prêt à les pardonner, à pardonner tous les autres qui sont en brousse pour qu'ils reviennent en ville et pour que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vous propose maintenant d'écouter une attitude du président Akeremouna aux sorties de cette première journée. C'était hier au palais de Condré. Tu viens pas de la paix, il y a un chef, je crois, de combat, un chef qui a, lui, au moins commencé à mettre le doigt sur le problème. Le professeur Mounzou a essayé, avec beaucoup de tact, de dire ce qu'il avait à dire, mais on était plus dans la philosophie de la paix, comment c'est bien pour le pays. On ne prend pas en compte vraiment les parties prenantes, parce que cette histoire a des parties prenantes. On dit bien qu'il faut que j'ai cité le cas, moi-même quand j'ai pris la parole, j'ai cité le cas d'une vieille maman qui a dit pour régler le problème, il faut que l'armée quitte les lieux et que les boys rendent, n'est-ce pas, leurs armes, parce qu'ils ont les armes illégalement. Au Cameroun, pour avoir les armes à feu, il faut la permission de l'État. Une autre sortie qui secoue l'opinion nationale et internationale depuis hier, c'est celle du sultan Ibrahim Bombo Djoya, le roi des Bamoun,
qui pensent que les problèmes qui se posent au Cameroun sont ceux aussi de l'alternance et le seul remède qui pourrait guérir ce mal, c'est une composition médicamenteuse faite de révision de la Constitution, de la limitation du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable 2 fois, d'une élection à 2 tours, de la révision du code électoral et l'accélération de la décentralisation dans les 6 mois après le dialogue national. Toujours en rapport avec ce dialogue national, le SIF, quant à lui, penche sur la décentralisation. Une sortie hier montre que l'esprit qui a toujours développé les communautés est aujourd'hui en péril. La caractéristique de l'État fédéral du Cameroun occidental et les responsables nommés se sont enrichis en appauvrissant les citoyens de ce pays potentiellement riche mais si pauvre. À marge de cette déclaration du SIF à Ngaoundéré, notre reporter Eringele a tout de même constaté un faible engagement autour du grand dialogue national. Nous l'écoutons. Diffusée sur l'essentiel des chaînes de télévision camerounaises, la cérémonie d'ouverture du grand dialogue national n'a pas mobilisé des foules autour du petit écran et dans les lieux de rassemblement en Ngaoundéré. Les raisons évoquées dans la rue sont diverses. Normalement, il a fallu que je suive ça. Mais malheureusement que je n'ai pas suivi parce que j'étais en cours de voyage. Je ne suis pas au courant. Je ne connais même pas ce qui se passe. Il y a le temps de ça. Non, on veut l'argent. C'est la seule préoccupation. Le pays souffre, vous parlez de dialogue national. On fait quoi avec? Pour ceux des compatriotes qui ont suivi le lancement des travaux depuis le mont Kolignada à Yaoundé, il a fallu trouver des stratégies afin de juguler les occupations quotidiennes, au besoin d'écouter les protagonistes du grand dialogue national. J'ai fait tout pour que le programme soit suivi étant dans ce véhicule, sachant que je n'ai pas le temps matériel d'être devant le petit écran. C'est de ça que je veux être informé. Malheureusement que toute la télévision est partie. Mais ce que souhaiterais-je, qu'ils réussissent dans les dialogues. Dans leur service comme au volant de leurs engins, les Camerounais de la métropole de l'Adamawa avaient l'oreille collée au transistor pour ceux qui ne pouvaient accéder à un poste téléviseur ou à Internet. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'allocution des ex-combattants qui ont déposé les armes. Et que le débat soit franc, que les gens parlent du plus profond de cœur, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie souvent. Et c'est cette hypocrisie qui nous ramène à aujourd'hui, puisque ce sont des débats qui ont déjà été faits dans les années antérieures. D'abord, il y a les différentes prières. C'est bon. Il faut que tout ça se passe dans la paix. On espère que la fièvre montera au cours des prochains jours avec les plénières de présentation des rapports des commissions. Toujours dans le cadre du grand dialogue national, nous sommes rendus là au 2e jour. Hier a eu lieu la cérémonie protocolaire avec l'ouverture des débats. Ce matin, que pensent les Camerounais de cette première journée? Junior Hussein et Thierry Nana, nos reporters, sont allés à la rencontre de quelques Camerounais et nous tentons tout de suite de les joindre. Bonjour Junior Hussein. Bon après-midi Robert Charlitok. Nous sommes rendus à la 2e journée du grand dialogue national qui se poursuit du côté de Yaoundé. Mais hier, lundi, a eu lieu la première journée. Une première journée qui a marqué le cœur des Camerounais. Et ces Camerounais ont justement retenu la sortie presque fracassante du sultan roi des Bamoun, le sultan Bombo Njoya. Le sultan des Bamoun a parlé, il a bien parlé. Justement, il faut quand même qu'on essaie de changer le code électoral et faire bouger les choses. Ceux qui viennent du département de nous ont beaucoup apprécié l'intervention de notre sultan Ibrahim Bombo Njoya. Ils ont beaucoup apprécié, ils étaient même étonnés de lui voir parler de la sorte. Et au-delà de cette sortie fracassante, il faut dire que de nombreux Camerounais ont été aussi touchés par la prière qui a eu lieu lors de cette première journée en ouverture du débat au Palais des Congrès de Yaoundé. Ce qui m'a beaucoup marqué le plus, c'est les prières des serviteurs de Dieu. Oui, ils ont élevé des prières vraiment au Seigneur. Parce que le Cameroun a été confié à la Sainte Vierge Marie.
Et autre chose encore très remarquable lors de cette première journée au Palais des Congrès de Yaoundé et au cours de ce grand dialogue national, ce qui a retenu l'attention des nombreux Camerounais, c'est l'absence des personnes même concernées par ce dialogue en matière de leaders séparatistes ou du moins encore des hautes personnalités de la République camerounaise telles que le chef de l'État Paul Biya, le président du Sénat ou encore le président de l'Assemblée nationale. Tous les gens qui réclamaient les dialogues, on pense qu'il avait des choses à dire et il faut qu'ils soient tous là pour dire ce qu'ils réclament. Voilà Robert, ce qui a été retenu pour la première journée du grand dialogue national qui se poursuit ce jour du côté de Yaoundé. Ici, dans les rues de Douala, Junior Hussein, Thierry Nana pour Canal 2 International. Merci Junior Hussein. Au deuxième jour du grand dialogue national, les travaux se poursuivent au sein des différentes commissions mises sur pied depuis ce matin au Palais des Congrès. Michael Tipkio et Serge Alain Zebou, nos reporters, nous présentent ces différentes commissions ainsi que leur rôle. Bonjour Michael Tipkio. Nous reviendrons dessus avant la fin de cette édition. Parlons toujours des travaux du grand dialogue national qui se poursuivent depuis ce matin au Palais des Congrès. Intéressons-nous maintenant au profil des présidents et de la représentativité par région. On voit cela avec Brand Kamga sur le site du Palais de Congrès. Ils ont également fait partie de ce grand dialogue. Les danseurs, les Bayam Selam, les mototaximens se sont massés hier à l'entrée du Palais de Congrès. Ces derniers disent participer à leur manière au grand dialogue national. Voyons cela avec Delphine Fonkou et Samuel Bonis. Soif de dialoguer au point de passer des minutes d'interview sans se rendre compte qu'en face, ils ont un clone avec une caméra et un microphone en jouet. Le dialogue national se veut sans exclusive. En esquissant des pas de danse sur une béquille ou sur leur chaise roulante, ces personnes handicapées jouent leur partition. Nous sommes dehors pour accueillir, nous devons montrer l'image positive de la personne handicapée. La fête à l'entrée du Palais des Congrès, c'est aussi avec ces groupes de danse qui donne de découvrir les 4 traits culturels du Cameroun. Nous sommes là pour le dialogue national. Nous participons, nous voulons que le pays change. C'est pour ça qu'on a accepté d'être là. Animer, montrer que le Cameroun n'a aucun problème dans l'ensemble. Non loin, Bayam Salam et mototaximens ont abandonné marché, marchandises et motocyclettes pour prendre part à ce grand rendez-vous. Nous espérons que l'issue sera bonne, c'est pour ça que nous sommes là. Le grand dialogue national de toutes les curiosités, même les aveugles veulent y voir clair. Les travaux de ce grand dialogue national se poursuivent depuis ce matin au Palais des Congrès à Yaoundé. Intéressons-nous, comme je vous le disais avant, au profil des présidents et de la représentativité par région. Et voyons cela avec Brand Kamga sur le site de ces assises. Bonjour Brand Kamga. Les commissions sont constituées depuis hier soir ici au Palais des Congrès de Yaoundé et sont à pied d'œuvre depuis ce matin pour travailler donc en commission. Qui est donc au cœur de chacune des commissions? Il faut dire qu'en termes de représentativité, on a 8 commissions et des 8 commissions, 6 commissions sont présidées par des ressortissants anglophones. On a par exemple la commission du bilinguisme, diversité culturelle et cohésion sociale présidée par Joshua aussi, qui est le vice-président du Social Democratic Front, candidat à la dernière élection présidentielle. Autre anglophone, c'est Dorothy Dioma. Elle a été vice-ministre de l'Éducation nationale entre 1975 et 1983-85. Elle est également originaire du Nord-Ouest et préside donc la commission du système éducatif. Autre anglophone et pas des moindres, il s'agit de Benjamin Itoué. Il est magistrat, président du conseil d'administration de la Cameroun Development Corporation. Il préside la commission du système judiciaire, la décentralisation
L'organisation est également présidée par un anglophone. Il s'agit de l'ancien ministre des Forêts et de la Faune, Philippe Ngolé Ngwese. Autre anglophone et pas des moindres, cette fois-ci un civil, un prêtre, c'est le cardinal Christian Toumi qui préside la commission des réfugiés et des personnes déplacées. Voilà donc pour les anglophones, 6-8. Les deux francophones qui président les deux autres commissions sont bel et bien le professeur Saïbou Moussa qui préside la commission de désarmement, démobilisation et de réinsertion des ex-combattants, et la 8e commission, celle de la diaspora, est présidée cette fois-ci par le professeur Jean-Louis Atangana Amougou qui lui aussi est francophone. Voilà donc ce qu'on peut dire de la constitution des commissions, de leur président, et il faut dire que les commissions ont plusieurs membres venant des 4 grandes aires culturelles du Cameroun qui travaillent donc en commission jusqu'à jeudi prochain. Les résultats ne pourront être connus que vendredi. Depuis le Palais des Congrès, Bran Kamga, c'est Alain Ziebou. Merci Bran Kamga. Au deuxième jour du grand dialogue national, les travaux se poursuivent au sein des différentes commissions mises sur pied depuis ce matin au Palais des Congrès. Malk Tipkio et Serge Alain Ziebou nous présentent ces différentes commissions ainsi que leur rôle. Bonjour Michael. Et bienvenue ici au Palais des Congrès de Yaoundé où les travaux en commission sont toujours en cours, et il est important de signaler à l'endroit de nos téléspectateurs que la commission numéro 1 a la tâche de s'attaquer au bilinguisme, à la diversité culturelle et à la cohésion sociale dans notre pays. Cette commission dirigée par le premier vice-président du Social Democratic Front doit rechercher les voies pour faciliter un vivre ensemble de tous les Camerounais malgré leurs différences. Les systèmes éducatifs et judiciaires considérés comme les déclencheurs de la crise sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays sont examinés au sein des commissions numéro 2 et numéro 3. Décentralisation et développement local à la charge de la commission numéro 4. Beaucoup estiment que c'est au sein de celle-ci que se joue la sortie de la crise socio-sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Bien que certains participants auraient souhaité qu'elle s'étende à l'évocation du fédéralisme, le président de cette commission, l'ancien ministre Philippe Ngolé Ngwese, a la lourde mission de faire des propositions concrètes pour accélérer le processus de décentralisation au Cameroun. La sortie de la crise passant également par la reconstruction et le développement des régions touchées. La commission numéro 5, avec à sa tête Christophe Fomounio, doit réfléchir aux moyens pour y arriver. La question du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, également des ex-combattants, incombe à la commission numéro 6. Il est question ici de rendre plus lisible le travail déjà abattu par la commission de désarmement créée par le président de la République au fort de la crise. Le retour des réfugiés préoccupe également la commission numéro 7, ainsi que le rôle que doit jouer la diaspora pour le développement de l'économie de notre pays. Les 8 commissions que nous venons de citer ont chacune à sa tête un président, des vice-présidents au nombre de 4 ou 5, un minimum de 4 rapporteurs par commission, et les personnes ressources sont constituées en majorité des membres du gouvernement. Ici, merci Michael Tipio pour ces informations. Parlons maintenant de toute autre chose. Il y a 5 ans, 8 ans que naquit la République fédérale du Cameroun par les accords de Fumban. Depuis le 1er octobre 1961, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Évocation de cette date historique, c'est avec cet extrait choisi pour nous par Mireille Flore Defotso. En vérité, les anglophones, la fête qu'ils considèrent, c'est le 1er octobre 1961. Les autres fêtes ne les regardent pas, ils ont toujours dit. J'avais 19 ans, je venais de passer mon bac. Je suis venu en vacances au Cameroun et donc assister à la réunification du Cameroun. Ça se passait à Yaoundé, à l'ancienne Assemblée nationale, qui est le petit bâtiment qui est devant le ministère des Finances. Il y a eu des manifestations, des défilés, il y a eu une cérémonie là-bas. J'y étais. Ceux qui ont voulu le plus la réunification, c'est le nord-ouest, les gens de Bamenda. C'est donc ceux-là, le nord-ouest, qui étaient plus acquis à la réunification,
parce qu'ils étaient les plus brimés. Ceux que les Anglais voyaient le mieux, c'était ceux qui étaient le sud-ouest, c'est-à-dire ceux qui étaient au bord de l'eau. On a continué à leur faire des frustrations. Ahidjo les a acceptés pour avoir le nombre. En fait, Ahidjo n'y est pas parti de plein gré. C'est les Français, les Kosciusko Morizet qui lui donnaient des conseils. Et en plus, ça lui permettait d'avoir un grand pays à diriger avec beaucoup de personnes. Parlons maintenant de ce fait qui s'est déroulé au large des berges du Vouri. Ils sont 60 personnes qui échappent à une mort par noyade en pleine mer. Des passagers d'un navire qui se rendait à Libreville, parti du port Gabon à Douala dimanche dernier. Le moteur du navire, de façon brusque, a arrêté de fonctionner. Un grand moment de frayeur pour ces passagers qui ont été secourus par les éléments de force de surface. Pour avoir plus d'amples informations, allons retrouver sur place notre reporter Vanessa Kamdem, accompagnée de Tinda Henry depuis la base navale de Douala. Bon après-midi, Vanessa Kamdem est là. Bon après-midi Robert Charlitok, nous sommes actuellement à la base navale de Douala où se trouvent 68 personnes qui ont échappé à une mort certaine, pas noyade. Ces derniers avaient quitté Douala pour Libreville au Gabon à bord d'un bateau et ce bateau est malheureusement tombé en panne au beau milieu de la mer. Ils ont pu avoir la vie sauve grâce à l'intervention des éléments de la Marine nationale. Allons justement retrouver l'un des rescapés, il s'appelle François Wabo qui va nous raconter exactement ce qui s'est passé avant qu'il soit sauvé par les éléments de la Marine nationale. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était dimanche au petit matin de 5 heures, nous avons embarqué pour aller à Libreville. Juste à la limite de la rivière, entre la rivière et la mer de Kribi, on a embarqué au point où on n'entendait même plus les sons de la radio nationale. On entendait plutôt les sons de la radio guinéenne, espagnole et autres en anglais. Bon, subitement a surgi autour de 14 heures une coupure de moteur du bateau qui s'est arrêté subitement. Sur ce bateau, dites-nous s'il vous plaît, sur ce bateau, comment est-ce que vous faisiez pour survivre? Ils ont donné un peu de riz sauté qu'on a mangé à peine trois poignées chacun hier. Le premier jour, le lundi, on n'avait rien. Le dimanche, on n'avait rien mangé. C'est hier qu'on a reçu un peu de riz. La petite tasse avait le pain de 50 francs. Et vers midi, on a reçu un peu de riz sauté. Ça ne pouvait même pas rassasier un enfant de 6 mois. S'il vous plaît, avez-vous l'habitude de faire ce genre de voyage à bord des bateaux? À bord du bateau, j'ai eu à voyager pour aller au Nigeria où j'ai fait des voyages avec Ashuka. Je n'ai pas eu de problèmes. Cette fois, c'est la première pour aller à Libreville. Et pourquoi préférez-vous prendre le bateau plutôt qu'un autre moyen de transport pour vous rendre au Gabon? C'est mon petit frère qui m'a recommandé par là. Avec sa connaissance ayant payé la facture à payer, avec ses relations, il était question que je dois venir. Et combien ça vous coûte ce voyage? 270 000. C'est beaucoup plus cher que l'avion. Oui, effectivement. Quelqu'un d'autre m'a dit que l'avion valait 180 000 aller-retour. Vous l'avez entendu, Robert Charlitok, ces rescapés sont ici dans le cadre des formalités administratives. Parmi eux, on retrouve des enfants en bas âge. Certains nous ont avoué hors caméra qu'ils ne sont pas prêts à abandonner l'Eldorado gabonais aussi facilement. Ici, Vanessa Kamdem et Henri Tinda à vous l'antenne. Merci Vanessa Kamdem. Hier, on a célébré la journée mondiale de la traduction. Au cours des travaux, la problématique du vivre ensemble a été soulevée, comme le montrent Junior Hussein et Guy Fotso dans cet élément. Aujourd'hui, le jeune Freddy est un haut cadre dans une banque au Cameroun, en poste au service de la traduction. Un travail obtenu après sa formation à l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication. Ça m'a permis d'enrichir d'abord mon anglais pour moi qui suis d'expression française. Ça m'a permis de faire vraiment la différence entre celui-là qui est bilingue et celui-là qui est traducteur. Ce 30 septembre, alors que l'on célèbre la journée mondiale de la traduction,
De nombreux autres jeunes découvrent les merveilles de cette discipline académique au cours d'une conférence donnée par le professeur Charles Sceaux. Je pense que c'est un métier d'avenir pour moi parce que le professeur nous a tellement éclairé sur ce métier. Oui. J'ai beaucoup mieux discerné la chose et je suis vraiment disposée à m'engager, à le faire pour être une professionnelle du domaine. Le conférencier du jour a insisté sur l'impact numérique, sur la pratique de la traduction et de l'interprétation de conférences en Afrique, mais également sur la nécessité de mettre à la disposition des jeunes Camerounais un cadre idéal d'apprentissage. Nous avons eu une demande massive des populations venues du sud-ouest et du nord-ouest qui, bon, pour des raisons difficiles à expliquer ici, ont sollicité l'ouverture d'un campus à Douala. La traduction est un métier d'avenir. Être bilingue ne veut pas dire être capable de traduire. Pour y parvenir, il faut se former. Ainsi, le début des cours à l'ISTIC de Douala, c'est le vendredi 1er novembre 2019. C'est devenu un rituel dans les forces de défense. Chaque 1er octobre est l'occasion de port de nouvelles épaulettes. Allons vivre ensemble à Bolova l'ambiance autour de cette journée avec Ambroise Fogui. Cours d'honneur du 11e bataillon d'infanterie motorisée BIM ce matin. Le drapeau vert ou jaune et son étoile dorée irradient fièrement le ciel de la place de fête consacrée pour l'occasion au port des épaulettes. Ici, face à l'élite du commandement de la garnison de Bolova que dirige le colonel Landry Aziou, commandant de la Légion de gendarmerie du Sud et commandant d'armes de la place, des bénéficiaires des avancements du ministère de la Défense au titre du 4e trimestre 2019. Sont pour compter du 1er octobre, promis au grade ci-après. D'abord, 7 sous-officiers dont un adjudant-chef, un adjudant et 5 sergents au garde-à-vous pour pouvoir ouvrir les bancs. Puis ce jeune fantassin qui passe de soldat de rang à caporal. Comme l'indique si bien la devise du 11e BIM, seule foi, fidélité et force sont payés. Et c'est rassuré que le capitaine Suleiman Aladi, commandant les troupes, les conduit défilant vers un prochain trimestre reluisant. Parlons maintenant de sport football. Le Sporting Club d'Itoudi représentera le Foundi aux Interligues 2019. Le club a obtenu son ticket lors du tournoi d'accession hier à Yaoundé. Un match de barrage s'est joué pour déterminer les clubs relégués en division inférieure. Les détails avec Alain Gisdenkanga, Lionel Kepfeu. Était au rendez-vous le 30 septembre au stade des sapeurs Mimboman à Yaoundé. Il était à la hauteur des enjeux. La première rencontre a opposé Hop à Academy Africa dans le cadre des barrages de maintien en Détroit. Vainqueur 1-0, Hop assure son maintien tandis qu'Academy Africa rejoint Hemley et Universal Star en 4e division. L'enjeu de la deuxième rencontre était plus grand. Le sésame ici, le ticket pour accéder au tournoi Interligue 2019. Et c'est Sporting d'Itoudi qui l'arrache après sa victoire contre Assio Robert, 1-0. Il faut savoir que ce que nous déplorons jusqu'ici, c'est que certains amateurs qui n'ont rien à faire dans le foot doivent le quitter. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, on sait pourquoi on se plaint depuis. C'est parce qu'il y a tellement d'amateurs dans l'histoire que le football tarde à décoller. Nous, on veut montrer qu'avec peu de moyens, on peut faire certaines choses. On peut relever le football. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu organiser le football de jeunes parce que la fédération nous a dit qu'elle n'avait pas les moyens pour le faire, parce qu'on voudrait aussi montrer comment le football de jeunes peut être organisé au niveau de la base. Mais au niveau de la 3e division, vous avez donc vu avec 32 clubs en 3e division et 42 en 4e division. Et en un mois et demi, nous avons donc pu boucler une saison. Place désormais aux Interligues qui débutent le 2 octobre prochain.
Parlons maintenant de Nanboudo, encore 48 heures. Et le coup d'envoi du championnat d'Afrique sera donné à Thiès, c'est au Sénégal. L'équipe camerounaise entend participer pour glaner les médailles au cours de ces compétitions. Les précisions avec Alex Nembe. Championnat d'Afrique de Nanboudo Sénégal 2019. Le Cameroun se prépare encore et toujours pour rééditer l'exploit de 2017 à Abidjan en remportant l'édition 2019 prévue du 2 au 7 octobre du mois courant dans la ville de Thiès au Sénégal. Ils sont depuis quelque temps une dizaine en stage interne à l'INGS de Yaoundé et ceux-ci s'entraînent matin et soir sous la coordination des entraîneurs nationaux Chian Serge Enam et Chian Roger Chinda. Des champions d'Afrique pour la plupart. Rappelons que le Cameroun est détenteur de 3 titres de champion d'Afrique de cette discipline si chère au Doshu Sok Yoshoneu Nanbou. Il y a beaucoup d'autres équipes qui ne viendront pas là-bas pour blaguer, donc ils viendront pour nous arracher ce titre. Bon, c'est vrai que nous travaillons dur et on ne compte pas se laisser faire. Le travail était intense par rapport aux objectifs que nous avons à atteindre. Les entraîneurs, le coach, ils nous poussent vraiment très très fort. Nous avons commencé par un travail physique le matin et puis travail technique sur le tatami ce soir. Donc le corps on est en train de réveiller le corps progressivement. Championnat très bien. Nous avons commencé le matin à la préparation physique générale et tout à l'heure nous avons fait les katas. Nous sommes préparés beaucoup plus sur les katas. On a accentué sur les détails et l'harmonisation dans les katas équipes. Et l'état d'esprit est bon pour le moment. On espère maintenir cet état d'esprit jusqu'à le jour de la PTS. 2013 en Côte d'Ivoire, 2015 au Cameroun et 2017 en Côte d'Ivoire encore. Cette fois, ce sera donc au tour du Sénégal. Une compétition qui devra regrouper une vingtaine de pays africains. C'est avec cet élément de sport que nous fermons cette édition de la Jeunesse Canada Internationale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté vos yeux et vos oreilles. Bon après-midi à vous. Au revoir.